Salut à tous et bienvenue chez moi. Dans cette deuxième escapade en terres occultes, je vais vous présenter un mythe principalement américo-canadien, le Wendigo. Bien évidemment, l'Europe et l'Asie ne seront pas laissées pour compte. Vous savez à quel point j'aime explorer les différentes cultures. Toutefois, en Europe comme en Asie, le Wendigo ne porte pas ce nom et il y a quelques menues différences. J'en parlerai plus tard. Commençons par le départ. Un Wendigo, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un être surnaturel monstrueux qui vient des Premières Nations algonquiennes d'Amérique du Nord. Un humain, généralement, un homme, pour différentes raisons telles que la faim ou la cupidité ou encore une faiblesse de caractère, se transforme en un être assoiffé de sang capable de transmettre sa malédiction à des personnes saines. Généralement, le Wendigo de cette tradition orale est un cannibale qui s'en prend aux plus faibles et isolés des tribus avoisinantes. Des fois, cet homme devient un monstre par cupidité, par envie de ce que les autres ont, ou bien le devient car affaibli par une faim extrême. Évidemment, tradition orale veut dire qu'il y a plein de noms différents et orthographes comme Windicook, Winsigo, Witigo, et d'autres que je ne m'essaierai pas à prononcer sous peine de ridicule. Comme ces dénominations, il y a plein de variations sur ses pouvoirs, ses capacités et son apparence. Démarrons par le côté apparence. On peut dire sans se mouiller que quelle que soit la légende prise, il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Dans certains récits, le Wendigo est un être grand, famélique, dont la peau peine à couvrir complètement les os. Dans d'autres, il est beaucoup plus bestial, avec même des bois ou cornes, des grandes dents, de la fourrure et des yeux rouges brillants. Apparemment, notre ami, dans toutes ses déclinaisons, a une haleine et une odeur corporelle à décoller de papier peint. Un grand monstre poilu à tendance cannibale qui contamine les innocents et les transforme en monstres, ça ne vous rappelle rien? Ce Wendigo a souvent des pouvoirs spéciaux, comme une endurance et une force surhumaine. Plutôt utile pour traquer quelqu'un dans la forêt et s'en faire un goûter. On leur prête aussi une vision, une ouïe exceptionnelle, ainsi qu'un odorat spectaculaire. Certains sont censés pouvoir se déplacer plus vite que le vent ou encore marcher sur l'eau. Mince, ça me rappelle quelqu'un, ça. Évidemment, qui dit monstre surnaturel surpuissant dit aussi méthode spéciale pour le tout le vaincre, et c'est là que ça devient un poil, pardon du jeu de mots, plus technique. On parle quand même de maîtriser le bestiau avant de lui arracher son cœur de glace et ensuite le faire fondre dans un grand bûcher. Il semblerait qu'un chaman savant des Premières Nations soit aussi capable de se débarrasser d'un Wendigo avec sa magie, mais ça me semble un peu plus dur à trouver que des gros bras. Cet étonnant monstre polymorphe est décrit depuis le XVIIe siècle dans l'actuel Canada et de nombreuses rencontres ont été dépeintes. Le tout premier Européen à en entendre parler fut un jésuite missionnaire de son état qui vécut parmi le peuple algonquin. Il parle d'un monstre envoyé par une femme diabolique qui s'attaqua aux tribus au nord de Trois-Rivières. Évidemment, les Européens aussi croyaient fermement en le malin, le diable et tous les monstres, et donc ces légendes orales s'ancrèrent dans la mythologie locale, et jusqu'au XXe siècle, des missionnaires établis là-bas parleront de rencontres plus ou moins musclées avec des Wendigo. Une légende transmise de manière orale est toujours pour apporter un symbolisme ou une leçon de vie à ceux qui l'écoutent. Ici, nous avons donc une créature qui, mourant de froid et de faim, finit par se laisser consumer par sa faim et piège les gens isolés ou faibles en usurpant des fois leur identité pour ensuite tuer encore d'autres gens. C'est un peu une manifestation de croix et de rage de la cupidité humaine. On l'appelle souvent le dévoreur de l'humanité. Le Wendigo dans la culture pop a été récupéré comme un des nombreux monstres qui hantent nos nuits, comme le vampire ou le loup-garou. On peut le retrouver par exemple en émission télé ou en comics, comme Wendigo de Marvel. Supernatural lui consacre un épisode où le Wendigo se cache au milieu des gens en tant qu'inspectrice de police plutôt jolie, pour se nourrir de cœurs d'hommes fraîchement arrachés. C'est en quelque sorte son désir de vengeance qui l'a fait basculer. Quand je parlais d'autres cultures, vous êtes sûrement dit directement « Oh, ça va parler de loup-garou ». Vous n'avez pas complètement tort dans le sens où l'on peut rapprocher les deux mythes, et pourtant le loup-garou et le Wendigo n'ont de similaire que la propension à se transformer en bestioles poilues qui mangent vraiment de tout. L'origine du loup-garou vient de la mythologie grecque. Le roi d'Arcadie, Lycan, a été puni par Zeus pour avoir servi de la chair humaine lors d'un banquet. Sa punition, être changé en loup.
Le mythe du loup-garou que nous connaissons est très vaste, ça a pas mal de ramifications et mérite que je m'y penche plus profondément. Et donc je suis désolé, mais je ne vais pas traiter du loup-garou ici. Une autre escapade en terres occultes sera faite pour ça. Par contre, je vais vous présenter rapidement d'autres mythes de métamorphes poilus venant d'horizons différents. En Asie, les garous prennent plusieurs formes et une d'entre elles sont les Enji Yokai. Ce sont en gros des métamorphes qui, en forme animale, sont indiscernables du véritable animal. Sauf peut-être si vous l'observez, vous verrez que ce comportement peut être très intelligent. Ils peuvent utiliser 3 formes. Une forme animale, une forme humanoïde et une forme hybride bipède. La forme humaine peut garder certains traits de l'animal de base comme une queue ou des oreilles de félin. Celle hybride est apparemment la plus puissante car l'Enji Yokai devient un bipède avec des capacités animales supplémentaires comme par exemple la force d'un ours mais les capacités préhensibles et l'intelligence d'un humain. Une autre forme de garou asiatique est un peu plus connue sur nos terres par la culture populaire et les mangas comme Naruto, le kitsune. Un kitsune, c'est un renard, mais c'est aussi dans l'optique qui nous intéresse, un esprit surnaturel, un yokai. En gros, c'est un animal polymorphe qui a souvent été considéré comme un messager d'une divinité shintoïste, Inari. L'origine du kitsune peut être retracée en Chine, en Corée et en Inde. Le yokai renard peut ainsi être doté de plusieurs queues, jusqu'à 9. Ça nous rappelle pas quelque chose, les fans de Naruto? Il existe évidemment des kitsune positifs et bienveillants et d'autres beaucoup moins. Souvent, l'esprit renard est considéré comme très sage et il peut atteindre même avec l'âge l'omniscience. C'est donc un métamorphe très différent de nos traditions américaines ou européennes. Si jamais ce yokai vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale pour détailler davantage le renard à 9 queues. En dehors des mythes, il y a malheureusement une maladie mentale, le syndrome du lycanthrope, où le patient se prend pour un loup, pense se transformer en loup à la pleine lune. Symbole de nos peurs ancestrales, de la bête et de la mort qui rôdent dans la nuit, les Wendigo comme les loups-garous et les Enji Yokai peuvent être vus comme la désincarnation de notre cupidité ou de nos folies. Pourtant, dans le monde où l'on vit, peut-être que le véritable monstre n'est pas celui qui hurle à la lune. Voilà, le deuxième épisode des Escapades en terres occultes se termine. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, tant que cela reste constructif. N'oubliez pas, dans ce monde d'images et de légendes, vous êtes l'artisan de votre propre avis. Ne laissez personne penser pour vous.